Alors, j'en suis désolé, hein, je pense qu'on a été coupé, je ne sais pas si c'est une censure, je ne pense pas que ce soit la censure. J'ai un réseau pourtant fiable. Donc, je disais qu'on était dans une causerie politique où je rendais hommage à une certaine madame, non, à une, pas certaine, madame Wabaluku Arlette, née en Banou, qui venait de me quitter. Donc, j'ai dû toucher le fond. Bon, ainsi va la vie. Et je pense que le combat doit continuer et que même dans la douleur, on m'a vu, en tout cas du côté de Creil, aller porter en tout cas ma voix pour cette victoire qui est en train de se préparer et pour équilibrer les pouvoirs en tout cas dans ce pays. Et parce que je parlais de Balladur, même à l'époque où il était l'homme fort de ce pays, il avait signifié même avant les élections qu'il était dangereux de confier en tout cas tous les pouvoirs à un seul camp. Et il parlait des œufs, il ne fallait pas mettre les œufs dans le même panier au risque de les voir cassés. Et donc c'est ce qui se passe. Macron, il a eu un premier quinquennat, il faut faire un rappel historique. Monsieur Sarkozy a été battu un seul mandat par Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, le fouillard, il n'a pas voulu défendre son bilan, et puis finalement, Macron arrive avec un mandat où il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Et maintenant que si on confie tout le pouvoir à Macron, je vous assure que déjà, il nous a brutalisés dans les vaccins. C'est Jupiter, c'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Donc, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui n'a pas suffisamment de recul, de sagesse, et qui va nous écraser, et qu'on va continuer avec les vaccins, avec des effets secondaires, sans qu'on ait un mot à dire. Donc, je pense qu'il faut remettre la République au centre. C'est-à-dire, quand on parle de la République, il ne faut pas diaboliser Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il fallait ce que je disais, mes référents, je pense à Maurice Allel, c'est ingénieur des ponts et chaussées, et qui disait qu'il fallait même introduire les mathématiques dans l'économie. Il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres penseurs à l'époque. Et il faut mettre les outils, les mathématiques, les physiques dans l'économie. C'est ce que je fais moi dans mon domaine, et pour en tout cas éclairer la pensée politique ou la pensée économique ou sociale. Donc on ne peut pas continuer seulement. Et comme disait Piketty, je pense que c'est l'un des jeunes économistes de France qui a dit que Macron, il était dans le mensonge. Au moins, hein, on peut critiquer, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon. Au moins, on a une pierre et puis on peut la polir, c'est-à-dire tailler, ajuster. Mais quant à M. Macron, c'est le mix, il touche là, il touche là. Un coup, c'est le nucléaire, un coup, il veut passer par l'éolien, un coup, c'est le soleil. Et donc, on ne comporte pas très bien pour quelqu'un qui a été 5 ans au gouvernement. Je pense qu'il devait avoir d'abord à défendre son bilan, qui n'est pas brillant. On avait dit qu'il avait réussi partout, il a réduit le chômage, c'est pas vrai. En tout cas, aujourd'hui, je suis encore passé à la pompe pour ma voiture. De toute façon, je fais comme aussi des hommes politiques. Même si je regardais, de toute façon, j'avais besoin de mon véhicule pour me rendre à mon travail. J'ai dû me contraindre à cette situation-là. Alors, un peu de musique, la musique a du cinéma. On a été coupé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je disais que je saluais du côté, en tout cas de l'Oise, l'ancien président de la Chambre de commerce qui a assisté à cette émission en direct parce qu'on sait que ma voix, en tout cas, est entendue dans mon département, en France et au-delà. Je pense à M. Armand Boya, très, très loin, du côté, je pense, du Congo, qui m'a envoyé un encouragement, une salutation fraternelle, me disait, docteur, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, parce que je suis un humaniste, donc je suis au service de l'humanité, ce peu que je connais, j'ai envie de le partager avec le reste du monde, parce que, comment on appelle, l'instruction que j'ai reçue de mes anciens professeurs, je considère que c'est un bien de l'humanité. On dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, et donc je n'ai pas envie que ce que j'ai reçu des autres, que je le garde pour moi. Et puis je me suis développé aussi moi-même dans cette bataille intellectuelle. Dans les jours prochains, nous aurons ce combat sur l'économie, la gestion, la logistique, sur la terminologie déjà,
parce qu'il y a des aberrations que je ne supporte plus. Il faut que le livre soit là pour que la discussion soit posée. Sinon, autrement dit, les paroles vont s'envoler et puis on va s'attarder sur les écrits. Donc je prends un exemple pour montrer un peu ma détermination. Déjà, je suis réputé chercheur, comment on m'avait dit, par M. Jean-Claude Ocade, tenace, et donc assez très rigoureux. Et donc, j'ai pris un exemple dans mon domaine, un peu la logistique. Il ne faut pas d'anomalie. Quand il y a un colis de trop, ils appellent ça anomalie. Et quand il y en a un colis en moins, ils appellent ça reliquat. Donc, on est dans une confusion. Je pense que ce sont des anomalies et pas du même degré. Il y en a positifs, il y en a négatifs. Et donc, nous travaillons dans la logistique comme des praticiens de la médecine. Quand vous êtes mec, il faut qu'on introduise des vitamines. Quand vous avez trop de graisse, eh bien, il faut faire le régime. Et donc, c'est ça déjà au niveau, en tout cas, des termes, de terminologie. Il y aura déjà cette bataille et puis on ira au calcul. Et je pense à Maurice Allèle, cet ingénieur de ponts et chaussées, qui est venu mettre tous ces économistes, de l'histoire de la pensée, l'histoire de l'économie de l'histoire, et j'en sais pas d'autres. Et puis, j'en passe, je pense qu'il faut introduire le calcul, la physique, l'astroscopie et tout ça dans le calcul de gestion. Et donc, je disais, après avoir lu quand même 40 ans des livres d'économie, de mathématiques, je pense qu'on ne sera pas impressionné par notre jeune président, M. Macron-Jupiter. Je pense qu'il a été à côté de la plaque. Il a voulu, en tout cas, par magie, nous dire qu'il avait réussi, qu'il était un guerrier, et que sa main ne tremblait pas. On l'a vu, en tout cas, perdre tous ses combats. Je pense à quoi? Le combat économique. L'économie est un combat. Et lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on confond quand même les concurrents, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la pandémie, celui qui est allé rouler par terre, je pense que c'est M. Véran, qui manque de dignité, c'est ça encore qui salue la politique en France, la désaffection vient de là, les gens n'ont plus de dignité, il s'est roulé par terre, et celui qui prétendait. Et donc, ils nous ont beaucoup amusés à cette période-là, et qu'il fallait faire asseoir d'autres entreprises, c'est ce qu'ils ont appelé le quoi qu'il en coûte. Je ne sais pas d'où on va chercher ça dans l'économie, nous ne sommes pas des Anglais. Eh bien, c'est suivisme, mais je n'ai pas bien compris. Je pense que quand on est en période de crise, sans dénoncer l'économie, c'est pas de la dépense, je pense qu'il faut penser à l'épargne. Il faut aller dépenser intelligemment l'argent des Français. Et de toute façon, il n'y avait pas de grand mouvement. La bourse s'était arrêtée. Et donc, je prends cette notion de physique simplement. Vous avez une poulie, vous avez des fils ici, dans les deux sens, il faut orienter le mouvement. Qu'est-ce qui tire l'autre? Ça, c'est de l'économie. Et donc, je disais que, finalement, c'est l'économie qui doit bâtir la finance, et non le contraire. Et puis, je reviendrai dans ce qu'on appelle les 4 points cardinaux, les relations entre les acteurs, ce qu'on appelle les partenaires en économie. Et donc, ce n'était pas de l'économie, j'étais un peu triste, et que d'autres entreprises soient mis de côté, alors que l'État devait apporter cette justice sociale qu'on appelle l'équité, parce que nous sommes dans cette économie, nous sommes multilibérales, il fallait les laisser se battre, parce que lorsqu'on vend le même Coca-Cola, qu'on soit une grande entreprise, qu'on soit une petite, vous êtes concurrents. Et donc on pouvait utiliser le modèle existant quand il y a pollution, quand il y a pollution en France, on utilise le modèle rotatif, c'est-à-dire ce qu'on appelait par les immatriculations alternées et puis différenciées par les immatriculations. Bon, bref, on appelle ça une rotation. Je pense que j'étais parmi les premiers acteurs à inspirer ce modèle. J'étais suivi par Jean-Luc Mélenchon, qui a abondé dans le même sens que moi. Et d'ailleurs, on ne dira pas le contraire, parce que nous sommes devant les médias, nous sommes devant la place du monde. Il y a des vérités qu'on ne peut pas continuer à cacher comme ça. Et donc, même, bon, il faut être modeste. Je suis celui qui va inspirer. Je suis parmi les premiers à inspirer cette cohabitation. Par un modèle de mathématiques simplement, j'ai dit, la République, c'est le régime. Nous sommes des démocrates, et donc on ne peut pas faire peur. Je pense qu'il n'en aura pas de moyens. Jean-Luc Mélenchon, de mettre la République par terre, la République française est suffisamment rodée, et donc on a vu ce rodage de cohabitation. Et donc, je disais, il fallait, lorsqu'on va rater monsieur, comment on l'appelle, Macron-Jupiter, il faudrait chercher de le coincer quelque part. Et j'avais pensé à la cohabitation, c'est-à-dire
remettre en tout cas l'équilibre dans les pouvoirs parce que pour Macron, il n'a plus d'enjeu. C'est comme quelqu'un qui a gagné plusieurs médailles d'or. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore d'autre? Il n'y a pas d'une médaille au-dessus. Et donc, si on lui confie tous les pouvoirs, c'est sûr que nous allons le regretter amèrement. Et donc, il faut essayer d'équilibrer le pouvoir. Le jeu est simple. J'avais dit qu'on va rentrer dans 2 phases. Dans ce quinquennat de, comment on l'appelle, Macron. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un programme qui a été rédigé, en tout cas soutenu par plus de 100 économistes sérieux de France, y compris moi-même. Et donc, le problème existe, puisque Piketty vient de dire encore toute cette masse d'argent qui va sortir, puisqu'on parle de hausse des salaires, vous avez ce cycle inflation salaire qui va s'en suivre. Je pense qu'on peut maîtriser les choses. Et donc, il a dit que ça sera aspiré par l'inflation, donc il aura du mal en tout cas, à tenir les promesses. Bon, c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui les déclarent, mais je pense que au moins il y a quelque chose qui existe, il y a de la matière, on peut travailler, on peut polir, en tout cas, et donc voilà, un peu de musique. Donc tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce que c'est une forme de censure? Je pense que on ne m'a pas vu prendre la parole. C'est un chant de combat. Ça me rappelle, bon, pas toujours oui, de grands moments. Lorsque j'étais avec mon épouse, je dis bien, Madame Wabaluku Arlette Mbanou, même si ça ne plaît pas une autre partie de la famille, je pense que j'étais la personne la plus qualifiée, en tout cas, qui est restée, en tout cas, plus de 10 ans avec elle, donc je la connais mieux que quiconque. Et donc, on n'avait jamais eu le moindre souci dans notre ménage. Tout le monde le savait, que ce soit l'église, à moins que ce soit, sans parler de la vérité de la palisse, nous étions un couple que tout le monde appréciait jusqu'à dans l'église et jusqu'au-delà. Bon, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens. Bref, oublions un peu ces choses-là, mais c'était une façon pour moi de rendre hommage à cette femme qui m'a beaucoup apaisé dans ma vie et que du jour au lendemain, les choses basculent comme ça. Bon, enfin, ceux qui sont partis ne sont jamais partis. La preuve est que je parle d'elle ce soir. Et un grand merci à elle par ce chant, elle le reconnaîtra. Merci, je suis en train de voir à l'écran un coucou de la part de Christelle Ndoulou. Merci beaucoup de m'envoyer. Je pense que j'ai besoin aussi d'être encouragé aussi par les miens. C'est tout à fait normal que je ne prêche pas sur un désert. Tout à l'heure, il y avait M. Enjolras, en tout cas, ancien président de la Chambre de commerce, et pour vous dire que finalement, ouais, c'est une petite voix autorisée dans ce pays, parce que j'ai appris, lorsqu'on a interpellé, je pense, le président de la République, la petite peut-être que il y a des soucis avec les autorités de la police. Moi, je pense que nous sommes en démocratie, il faut qu'on arrête avec les intimidations si nous voulons que la démocratie fonctionne dans les meilleurs du monde. Donc, je dis que chacun se mette à sa place. J'avais indiqué en son temps, quand il y a eu ces feuilletons, en tout cas de la police avec Mélenchon, je disais que ce n'était pas le sujet, il ne fallait pas l'embarquer. Ici, M. Jean-Luc Mélenchon devient le Premier ministre parce qu'il a arrêté la présidence à quelques doigts, donc il en sera le chef, il aura le pouvoir essentiel de la République, c'est ça l'esprit de la Cinquième République. Et donc, il aura sous ses ordres hein, il va dicter la loi au ministre de l'Intérieur, puisque nous serons dans cette cohabitation où l'essentiel des pouvoirs sont consacrés, en tout cas, au gouvernement. Et puis, le domaine réservé au président de la République, ça sera les affaires étrangères, plus la défense, voilà. Et puis, voilà. Bon, maintenant, si ça ne plaît pas au président de la République, enfin, il a encore cette carte à jouer. Donc, ce que je disais, c'est un quinquennat qui peut se jouer en 2 temps. Donc, il faut laisser cette cohabitation. Il y a un programme qui a été rédigé.
il ne faut pas donner tous les pouvoirs à un seul individu, ça serait même dangereux. Et chez nous, on dit en congolais, donc il ne faut pas laisser une seule personne avoir cette concentration de pouvoir, parce qu'on dit que le pouvoir peut aussi rendre fou. Et donc on a vu Poutine, hein, avec tous les pouvoirs, c'est qu'il est en train de montrer à la face du monde. Bon, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé que l'URSS rentre en Ukraine. Je pense que les gens dans cette humanité sont libres de chercher ce qu'ils peuvent devenir, quoi, ce que j'appelle l'autodétermination d'un peuple. Si un peuple veut changer de nationalité, eh bien, ou de territoire, ou je ne sais pas du nom du pays, ils en ont tout à fait le droit, ça fait partie des libertés. Et moi, je suis quelqu'un, un démocrate de pur sucre, et donc c'est pourquoi je ne peux pas cautionner la force d'où qu'elle vient. De toute façon, la guerre est une bêtise, hein. Il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, vous avez ces bébés qui n'ont aucune opinion politique, et puis des bombes qu'on largue comme ça, je pense que ça devait faire honte à ceux qui dirigent ce monde. Ils vendent des armes comme des cacahuètes, comme un produit normal, alors qu'on ne devait pas les faire. On a vu ce qui se passe aux États-Unis. Quand on a armé la population, à un certain moment, il y a toujours quelque chose, un chaos qui arrive après, quelques lamentations, et ça répare. Donc je pense que nous voulons un nouveau monde, pas seulement en France. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a raison. Nous avons des défis à relever dans l'urgence, dans l'immédiat. C'est monter les eaux et ces températures qui grimpent. Oh, je pense à mon frère aîné, Jean Wabaloukou, qui m'a dit si je pouvais encore le mettre sur le tapis, parce qu'il a fait un brillant mémoire de maîtrise à l'université Mariam Wabi sur le climat et ici Janin. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est à moi d'abord d'éditer mon livre et puis je verrai après un peu de musique et merci beaucoup. Je voulais penser à lui et merci beaucoup. Bon, on va être calme, hein, parce que là, je suis passé avec les langues du gaulois en entend que ma gorge, bah. Il faut qu'on articule un peu, qu'on aille doucement, parce qu'il faut vraiment dire la vérité aux Français. Ils n'ont pas à avoir peur de la cohabitation ou la coexistence. Modèle rodé, donc pas de soucis. Il ne faudrait pas que M. Macron Jupiter ait inquiété les Français. Il n'a pas voulu débattre, alors qu'en démocratie, c'est le débat qui prime et est essentiel. Il n'a pas voulu débattre, mais non, c'est à ses dépens. Maintenant, nous allons continuer cette campagne-là. Et donc, les Français doivent tenter. Hein, c'est un scénario, hein, parce qu'il ne faut pas mettre des certitudes en politique. C'est une mauvaise façon de concevoir la politique. Quand c'est la prévision, c'est la pensée unique. Donc, je pense qu'autour de la prévision, il faut introduire ce qu'on appelle la prospective politique des scénarios. Il faut essayer ces scénarios-là qu'on fait. Il faut donner la majorité à Jean-Luc Mélenchon. Il a un programme qu'il a rédigé, économique et social, augmentation des salaires, ainsi de suite. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, le poids qu'il en coûte, c'est quand même l'argent dépassé inutilement. Ça n'a rien apporté parce que l'économie est à l'arrêt. Et c'est ce que j'expliquais, quand vous êtes à l'arrêt, le poids et la force sont au même niveau. Et puis, rien, il n'y a pas quelque chose qui pouvait tirer l'autre. Et donc, si on a fait le poids qu'il en coûte, il faut laisser ce programme. Donc, monsieur Piketty, je ne suis pas très d'accord avec lui, que cet argent sera en outil, mais je pense que, je ne sais pas s'il est un économiste classique, on a vu quand il y a la crise, hein, il y a eu, puisque c'est un adepte de manière ken, je pense qu'il faut relancer, l'État doit prendre ses responsabilités, de relancer, c'est un agent économique, de relancer l'économie, parce qu'on appelle la consommation, l'investissement et la dépense. Ça, c'est la macroéconomie. Hein? Donc, je pense que même si c'est un brillant économiste, de temps en temps, il faut éviter de venir troubler le débat politique simplement parce qu'on a un nom et puis on peut dire tu es n'importe quoi et donc ce n'est pas vrai. Ça existe, effectivement. L'avenir n'est jamais écrit d'avance. Je vais prendre encore un économiste, un mathématicien qui est sérieux, Michel Godet. Hein? Michel Godet. Il a dit qu'il n'y a pas de territoire mauvais. Il faut seulement trouver des bons dirigeants qui peuvent
en tout cas, même en temps de crise, on peut fonctionner. Donc, il y a eu une certaine manière qui a montré le chemin, la crise est là, et donc je pense que les dépenses sont justifiées. Hein. Il faut qu'on rentre dans ce programme-là, et puis ça sera exécuté, et il faut faire tout le temps des bilans, c'est ce que j'ai fait, moi, en pédagogie. Dans les premières heures, c'est 1 heure de cours, après, si la méthode n'est pas bonne, on change la méthode, et puis voilà. Donc, je pense que il a tort, hein, même si c'est Piketty, je sais, c'était un brillant économiste, mais là je pense qu'il a botte en touche, ou soit il a eu peur des médias, et puis quand même, c'est un programme signé par plus de 100, on va dire 180 économistes, moi y compris, parce que je suis économiste, en tout cas formé, en tout cas dans les universités françaises, on m'a vu au CNRS, avec Jean-Claude Bourcade, et puis je suis quand même, pour rappeler un peu, j'étais aussi étudiant de Jean Bénard, hein, qui a fait la microéconomie approfondie, et donc je peux vous parler sur des modèles un peu plus développés, sophistiqués de l'économie, la tarification, je pense à Rapseps et Poitou, ça c'est le cours de Jean Bénard, hein, les tomates de substitution, alors on peut discuter techniquement, et donc je ne suis pas impressionné par cela, alors que quand j'ai fait ce cours de l'économie du développement, à l'INSEE, j'ignore ce professeur-là, il disait il faut éviter les paradoxes. Je prends le cas de l'Afrique. On a dit qu'il fallait faire un programme d'ajustement structurel, alors qu'il n'y a rien. Il dit ajustement, c'est niveler. Donc le programme de Jean-Luc Mélenchon, on peut niveler, au moins ça existe. Et en Afrique, qui avait tout à faire, qui n'a rien, il cherchait à se développer, donc l'ajustement, c'est le contraire du développement. Donc, il faut éviter de venir faire des amalgames, des paradoxes dans l'économie. Moi, je pense que tous ces économistes ne se sont pas trempés tous comme ça. Et donc, à côté, vous avez un programme. M. Maxon, il fait des mix. Un coup, il veut le nucléaire, il veut le tout et tout ça. Et donc, au résultat de course, l'homme qui a été brillant, qui a fait une très bonne économie. Et moi, c'est sûr, ce matin, en allant à mon travail, je n'ai pas regardé les prix de l'essence à la pompe. Donc je dis, c'est une nécessité, puisqu'il parlait des produits de première nécessité. Pour moi, c'était une nécessité. Et bien, donc, j'ai laissé remplir sans trop regarder, parce que ça devient effrayant. Effectivement, c'est ça qu'on appelle les vrais, les premières questions que les Français se posent sur leur pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas toujours amener les choses dans la macroéconomie, parce que on peut toujours faire dire n'importe quoi un chiffre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jugement des valeurs. Ce sont nos idées reçues. Et donc, il faut, en tout cas, de temps en temps, sortir des sentiers battus. Et pour parler sérieusement de l'économie, alors je ne suis pas impressionné parce que l'économie, on peut voir ça sur d'autres facettes. Vous avez cette économie réelle, vous pouvez aussi avoir cette économie de l'information. Donc, c'est un monsieur qui maîtrise tout ce qu'on appelle les circuits logistiques, la plage à billets, tout ça, on connaît comment ça fonctionne. Donc, on ne peut pas sortir autant d'argent si l'économie n'est pas là. Alors, je repars un peu à l'époque. Donc, on disait, il faut l'économie réelle et soit forte, c'est les portes, la monnaie est forte. On a vu les Deutschmark, à l'époque du franc, on a bien vu que, finalement, ce n'est pas la finance qui doit bâtir l'économie. L'économie allemande était forte, la monnaie était forte. Donc, on ne peut pas venir créer, comme ça, des artifices de l'économie. L'économie, c'est un domaine où, en certains moments, il faut être pluridisciplinaire. Et donc, je ne partage pas l'avis de Piketty. Il a raison. C'est un peu d'une manière arcaine. Nous devons sortir de ce bourbier de l'économie. Il faut qu'on en sorte. On vous a dit que, semble-t-il, qu'il y a des emplois qu'on ne peut pas pourvoir. Alors, il faut faire à peu près ce genre de conférences nationales ou communales ou régionales des entreprises, de façon et de mettre les gens en face, et ceux qui pourvoient les emplois et ceux qui en sont demandeurs. C'est comme ça qu'il faut travailler dans ce pays. Alors, donc, je pense que c'est un programme crédible. Moi, je souscris. Mais comment voulez-vous, quand je regarde le monde de la formation, ces jeunes que vous voulez qui viennent en apprentissage avec 300 €, vous croyez qu'ils peuvent tenir la distance des formations de 6 mois, par exemple? Alors donc, il faut mettre de l'argent. C'est trop facile, hein? Ces discours de toujours, la restriction va réduire le budget. J'ai vu ça dans mon département de Hauts-de-France, avec, comment l'appeler, ce candidat malheureux qui n'a pas su cette maxime, aller rencontrer les peuples. Il s'est laissé distraire par une élection où on avait même des vaches votées, des chiens ont voté. Et avec ce vote électronique, on a dit que la France était un pays développé. Des fois, je me pose la question qu'on arrive à faire voter des animaux. Donc, je pensais à Xavier Bertrand. Vous savez, la substitution.
Ce sont des méthodes. Il a dit, je suis président de la région, et donc, je ne vais pas aller siéger à un autre parlement, une autre chambre, je m'occupe de la chambre régionale, donc je ne vais pas aller dans une chambre nationale. C'est dit au Palais Bourbon. Et compensation, il fallait qu'on vote un budget pour lui, qu'on lui donne les 4 000 euros. Et puis pour faire quoi? Alors que nous, ces 4 000 euros, on pouvait en créer des emplois jeunes défiscalisés, je dis bien. Et puis, le résultat des cours, c'est quoi? Il était fier de dire de réduire le train de vie de l'État. Quand il y a crise, on ne réduit pas le train de vie de l'État. Ça, c'est Ken. Hein? Donc, on ne pouvait pas réduire. Et le résultat de course avec la pandémie, au lieu de se retrouver avec des trains lents, puisqu'on réduit le budget, on se retrouvait avec les trains courts où tout le monde pouvait tousser. Alors, voilà comme ça qu'on veut gérer cet pays, ces libéraux qui veulent en essoufflement, qui veulent nous enseigner l'économie, alors qu'on était tous dans ces mêmes pans. Mais je pense que ceux qui sont plus crédibles, c'est pas ceux qui ont fait l'histoire de l'économie ou l'économie de l'histoire, ce sont qui ont l'habitude de mener les chiffres, comme Maurice Allais, la pauvre. Il a été prix Nobel dans l'économie. Donc on ne peut pas venir comme ça raconter, tuer n'importe quoi. Et donc je balais d'un revers de main. Et pourtant, Piketty, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, ce retournement de situation comme ça. Il était parmi les signataires, il a dit qu'il était apolitique, il fallait le voir sous l'angle de l'économiste. Donc de temps en temps, il fallait qu'on soit aussi conscient dans la vie politique. Un peu encore de musique. Et donc, je disais, c'était pour souffler un peu, de dire que finalement, il y a tellement de choses à discuter. Je pense que j'invite les Français d'aller au vote, de ne pas confondre l'intérêt général, de ne pas se contenter seulement de nos propres intérêts, même si on faisait la dissert de nos propres intérêts, ça ne donnera jamais l'intérêt général. Et donc, il faut aller vers les urnes, d'essayer, parce que c'est un scénario. Bon, maintenant, si il faut donner 2 ans déjà de cohabitation. Une cohabitation, c'est 2 ans parce que le président de la République a un pouvoir de dissolution. Au bout de 2 ans, il pourra dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il faut essayer. Hein, il faut essayer. Il faut donner la chance à Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, s'il n'est pas bon, on repartira aux urnes. Ça fait partie de la vitalité de la vie politique. Je ne vois pas où est le mal. Et donc, il faut donner, en tout cas, le pouvoir à Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on verra. On jugera sur pièce. Ce n'est pas déjà d'avoir... comment on appelle ça, des intentions. Bien sûr que l'intention peut faire l'effet, mais moi je pense que je ne reste pas au niveau intentionnel. Je suis quelqu'un aussi parce que c'est vrai que la théorie est liée à la pratique, mais sauf que nous qui avons goûté à la pratique, nous qui faisons aussi d'autres métiers, en dehors de la recherche fondamentale, on est aussi dans l'application parce que je suis ingénieur quand même de formation, et donc je suis assez outillé de savoir la différence entre tout ça. Et donc finalement, le médecin ne fait pas de la recherche fondamentale, c'est un praticien, et donc la pratique n'est s'enseigne que par la pratique. La preuve en est que, bon, pour ne pas revenir sur celle qui était avec moi, des fois, à certains moments, ils étaient incapables, sur le traitement de ma femme, de manquer ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique, c'est-à-dire des scénarios, parce que vous avez aussi l'effet placebo. Et puis vous avez aussi le bénéfice-risque dans la médecine. Dans certains moments, ils sont à côté de la plaque. Donc, il faut toujours qu'on essaie de revenir au bon sentiment. Et en plus, celui qui n'a pas mené l'enquête n'a pas droit à la parole. Donc, je pense qu'il faut laisser Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas les défoncer. Nous ne sommes pas tels qu'on est. J'ai entendu d'entendre ici et là, ça y est, ce sont des extrêmes qui vont se battre. Non, ce sont des Français. Je pense qu'il ne faut pas agiter des anathèmes. Nous sommes dans la République. J'ai dit que la République, c'était notre origine. Et puis maintenant, il y a un petit changement de repère à faire, c'est de donner le pouvoir à la gauche. Il y a longtemps que la gauche n'est plus le pouvoir, de venir appliquer le programme dont les Français, en tout cas, sont demandeurs. Parce que j'ai vu, après l'élection, je pense qu'on a fait toujours avec ce matraquage de sondage, 57% finalement des Français n'étaient plus d'accord avec l'élection d'Emmanuel Macron. Donc l'occasion est là pour maintenant essayer de corriger ce que les Français, parce qu'ils ont été quand même manipulés. J'ai pensé à notre ami, toujours, comment on l'appelle, Michel Godet. À un certain moment, il a critiqué le domaine qui était le mien, parce que je suis économiste, prévisionniste de formation aussi. Et donc, quand il a annoncé la crise de la prévision, c'est-à-dire la certitude, l'essor de la prospective,
Et c'était un peu ça, à certains moments, il a manqué seulement du temps. On a vu, quand Jean-Luc Mélenchon faisait des meetings de 100 000 personnes, ça pouvait faire déchanter, c'est-à-dire que ça pouvait donner une crise à ces esthéticiens, à ces gens qui font des sondages, des enquêtes d'opinion. Et donc, on n'était pas loin parce que c'est le temps qui a manqué. Et comme la presse était du côté des Big Pharma, de tous ces gens-là, qui sont dans la France d'en haut, le monde d'en haut, qui veulent réfléchir, qui ne connaissent même pas les prix d'un ticket de métro. Moi aussi, je commence à ne pas connaître les prix, en tout cas à la pompe. Alors, ces gens-là, et quand on leur parle du pouvoir d'achat, ils nous parlent d'autre chose. Alors qu'ils ne mesurent pas le moment présent, et ces montées d'eau, ce climat qu'on a dérégulé, et puis voilà, voilà, et puis voilà. Encore, j'aime ces morceaux, ces chants de combat, et pour respirer un peu. Ah, je vois Mathias du côté de l'Angleterre. Je vais t'échanger les lunettes pour lire les gens qui sont là. Parce que je dois changer les lunettes certainement pour lire les gens qui suivent mon intervention. Ah, je peux lire Ndobi est toujours là, regarde, Mathias Ndobi. Et puis j'ai aussi Valdo Balk. Merci d'être là, faites partager en tout cas mon intervention. Et puis j'aurai, je pense, une petite parenthèse comme la langue française, ouvrir la fermer en parlant un peu de mon pays, le Congo. Et puis voilà, parce que je pense que nous sommes là aussi, en tout cas pour apporter le réellement, parce que je pense que les choses ne fonctionnent pas dans notre pays. Donc aussi c'est une occasion, quand il y a une élection en France, où toutes les écoutes ou bien toutes les visions sont dans ce pays, de temps en temps, de ne pas oublier d'où l'on vient. Merci beaucoup. Et donc, je disais, finalement, je pense que l'économie, il faut faire de l'économie sociale et non de la sociale économie. Donc, il ne faut pas inverser l'ordre dans les choses. Les 35 heures ont été critiquées à cette époque. Je pense que la droite, quand elle est revenue au pouvoir, avec la fameuse maxime de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, avec la majorité, je pense qu'ils n'ont pas touché aux fameux 35 heures. Donc, ça a apporté ce qu'on appelle le développement, en tout cas social. Donc, je pense que dès l'instant qu'on a découvert la machine, tout le monde a compris que l'homme n'était plus esclave, même les vaches ne faisaient plus des travaux champêtres, et donc on pouvait mettre les chariots vers le pays. Donc l'histoire de l'économie, il faut la lire, parce que moi, je suis là pour étudier les parcours, comment on appelle ça, les circuits logistiques, je les connais, donc les circuits économiques, je connais. Il y a eu, à l'époque, si on prend les secteurs primaires, vous avez ces paysans-là, et donc après, le développement est venu, on a commencé à fabriquer des produits manufacturés, et donc les gens ont quitté ce qu'on appelle les zones rurales. Ils ne sont plus à ce moment-là paysans, ils deviennent ouvriers avec une petite télécommande. Après, c'est encore évolué. Après, c'est la distribution. Vous avez ces hôtesses pour vendre la pomme de terre, ils sont en cravate et tout, donc ça fait partie des évolutions du monde. Et donc, on ne peut pas rester. Et quand la machine est là, ça apporte le développement. Nous, dans mon domaine, vous avez en tout cas, soit vous êtes manuel, soit on fait de la mécanique, soit les produits sont simplement téléguidés, c'est-à-dire automatiques. Donc, on ne peut pas, oui, on peut discuter de la retraite, puisque la médecine a apporté, et les gens peuvent vivre longtemps sur Terre. Alors, les pays scandinaves sont démagogie, et ça aussi, je dirais, on pourra ajuster le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut parler des conditions, des pénibilités des métiers. L'enseignant, il peut toujours continuer à travailler parce que se mettre debout, s'asseoir dans une salle de cours, c'est pas quand même un marteau-piqueur, quoi. Et donc, on peut, dans certains métiers, d'aller jusqu'à 65 ans, parce qu'il y a une espérance de vie qu'il va falloir aussi calculer. Donc, il faut être sérieux quand on engage un débat économique et social. C'est pas de venir, de faire la démagogie. D'ailleurs, la démagogie est de poser de la pédagogie. Moi qui suis enseignant, et puis j'expliquais dans ce triangle du savoir, vous mettez l'enseignant, l'apprenti de savoir très en haut, vous allez voir que finalement, l'enseignant aussi c'est un formateur. C'est ce qui fait dans mon domaine, j'y touche un peu à tout, je ne veux pas de demi-mesures. On m'a vu très à l'aise sur un engin de manutention, on m'a vu aussi très à l'aise dans une salle de cours,
Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas seulement un théoricien, je suis aussi un praticien. Encore un morceau de musique, je pense à beaucoup à dire. Franchement, ils sont incapables d'enflammer la campagne. Ils sont là, à coller les affiches, bêtement, sans en discuter. On a les réseaux sociaux, on a la télévision. Mais qui en invite à la télévision? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je ne sais pas ce qu'il raconte. On a vu autant d'émettants quand on parlait d'une campagne politique. J'étais jeune cadre du Parti Socialiste. J'étais, je ne sais pas, à quelques mètres de Foncé Mitterrand. Il prenait un bout de papier en train d'écrire déjà une trame de son discours, simplement. Macron, il ne veut pas débattre. Ces ministres, c'est pas la peine, ils roulent par terre pour avoir un Marocain ministériel, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de dignité, on m'a vu. Hein, contrairement aux idées reçues, on a dit les Noirs, c'est terminé, il n'a pas de dignité, c'est l'homme qui encaisse et tout, il est dans les caniveaux, mais vous avez vu, je suis sorti de mon emploi avant que l'emploi me quitte avec panache, parce que ce sont des idées reçues. Hein, c'était le faire à la place publique, pas avec fracas, bon, on peut dire avec fracas parce que je l'ai fait au-dessus de tout le monde et que je pouvais partir, et c'est ça aussi. Et donc, cette représentante nationale, je salue la victoire d'Obono, la française d'origine gabonaise, celle qui est là, il ne faut pas la mettre pressante, celle qui est, on a dit femme des ménages, je pense qu'il faut aussi corriger ce français-là, je trouve ça un peu creux. Femme de service, hein, je préfère, parce que il faut qu'il y ait un peu de respect, et même les gens qui ont quand même suffisamment de bagages, ils prennent des raccourcis, c'est un peu le dénigrement, mais je pense qu'il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des imbéciles sur cette terre-là. Donc je dis bien femme de service, elle est peut-être dans le premier maillon de la chaîne de l'administration ou de la production, j'en sais rien, un minimum de respect, je pense qu'on peut faire fi, il ne faut pas tellement amener des caméras là-bas, hein, parce que après on ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense que elle est suffisamment bien partie, donc il faut la laisser tranquille dans son combat, et puis voilà. Et donc nous serons là aux futures échéances, parce que nous avons, le travail que nous avons mené, il commence à donner ses fruits, et ce que je disais, l'universaliste que je suis, hein, ce qui est bon pour un petit blanc est bon pour un petit noir. Alors ça, vous pouvez vous frotter les mains. Quand vous avez dit ça, vous n'avez peur de personne. Parce que c'est un langage universel. Je suis universaliste et puis humaniste. On m'a vu quand même prendre le fruit de mon travail, de ma recherche, et sur Excel, pour aider. Je ne joue pas au chat et la souris, au cache-cache, je vais parler ce petit français-là. Et donc on a vu que, en certain moment, ce que nous avons reçu des autres, et de la main gauche, il faut peut-être le donner par la main droite, et puis être, comme on disait, cette bibliothèque, il ne faut pas qu'elle brûle, et donc je n'ai pas de soucis, j'ai mis au service de l'humanité, le peu que je savais. En tout cas, ce sont les fruits de mes recherches, parce que je passe des nuits pour aller trouver ça, parce que je ne suis pas informaticien de formation, mais partout je vais, dans tous les centres de formation, je suis nommé chef de service informatique. Alors, donc, j'ai aussi appris sur le tas, j'apprends aussi à la maison, et puis c'est comme ça, donc quand j'ai trouvé, c'est aussi une fierté pour moi, et puis pour mettre ça au service des autres. C'est ça aussi, le sacerdoce, celui qui peut être dans la politique, et donc il faut éviter les gens qui veulent en faire la politique un job. Il y a toujours, en dehors de la politique, il ne faut pas venir s'enculoser, c'est ce qui peut rendre en tout cas les mauvais côtés des choses de la politique. On a fait son mandat, et je pense à Mandela. Un homme, un mandat, un bulletin et un mandat. Il a fait, tranquillement. Il pouvait venir rester et s'enculer au pouvoir, il ne l'a pas fait. Il a montré le chemin. Il a créé cet état arc-en-ciel. Bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, et en tout cas, il a été quand même un grand homme. Et quand il sort de la prison, mais vous avez Mitterrand, et qui était vraiment le grand champion de la politique, qui est émerveillé par un discours moderne. Il dit, attention les enfants, c'est pas comme ça, il faut aller doucement. Et ceux qui sont là, même ici, ils n'ont pas la même couleur de peau, essayer de construire cette nation arc-en-ciel, sans rancune et sans haine. Et il est venu, il a dit, on a vu un Mandela. Mais il est même Mandela, on a vu même Obama qui était chef d'État d'un grand pays. Mais devant Mandela, quand il dit quand même,
le temps qu'il a passé, en tout cas en prison, et sortir avec un discours moderne comme ça, c'est assez impressionnant. On peut tout dire de Mandela. Moi, je suis un universaliste, je dis ce qui est bon. Donc moi, je ne parle pas derrière l'arabe, je ne parle pas derrière les français, je ne parle pas derrière les noirs. Et d'ailleurs, les noirs, tellement que toute ma vie professionnelle ne m'ont fait que des bêtises. Hein, ils ne sont pas fiers de leurs propres frères. Hein. Ils sont toujours manipulés par les autres. Hein. Mais les autres sont solidaires. Ils tiennent des commerces. Ils ont tout. Même quand ils sont mauvais dans l'enseignement, ils sont protégés par les leurs. Même quand ils sont mauvais. Moi, j'ai vu dans mon établissement, il n'y a pas que l'universitaire de mon pays qui a raté brillamment l'équation devant tout le monde. Ça se produit aussi en France. Mes élèves étaient en train d'enseigner d'autres qui sont enseignants. Alors, des fois, on peut se poser la question qui enseigne qui. Oh, il faut rester modeste. Hein. Pas plus que hier, dans le nouvel établissement, c'est un jeune Marocain, je pense que s'il est en train de me suivre, il pourra témoigner. Il m'a mêlé à peu près le même exercice qu'on a vu dans notre université. Il dit, je veux savoir, je vais avoir l'esprit net. Je fais un recul et je lui ai donné la réponse, c'est ce que j'ai publié. Je l'ai envoyé à M. Maurice Lezard, et il est compté parmi les mathématiciens sérieux qui sont à Paris, qui enseignent des mathématiques ici. J'ai dit, voilà, les bêtins pas qu'on m'a posé. Hein, mais en tout cas, merci Dieu, hein, que je me suis bien tiré de l'affaire. Il a dit, bah, ça y est, il peut nous enseigner tranquillement. Il y a quand même un bagage. Alors, c'est quand... Ah, on était coupé. Alors, lorsqu'on a fait, on n'a pas que été formé en France. La base est quand même venue de mon pays d'origine, de Congo. Une seconde C, vous avez une première C, vous terminez en terminale D. Je pense que vous êtes outillé, vous connaissez qu'est-ce qu'une matrice, comment on inverse et tout. La géométrie dans l'espace, vous connaissez. Et tout ça, géostationnaire, on en a fait. Et c'est pourquoi j'ai cette liberté, cette facilité de croiser les domaines, même dans mon domaine. Et comment on appelle ça? Et de l'économie de la gestion, quand je parlais d'astroboscopie. C'est quoi? C'est une notion physique. Vous avez deux disques, vous mettez des trous, vous mettez une lampe. Après, à un certain moment, il y aura fusion. Hein? Vous allez voir le croisement, un faisceau lumineux sur le tableau. Et donc, je faisais démarrer parce qu'il y avait des problèmes de rupture de stock. Ça freinait l'entreprise. Et qu'est-ce que j'ai proposé? J'étais à l'entreprise, puisqu'il faut que je donne des références parce qu'il y a des gens qui ont voulu venir me contester à la place du monde et que j'étais un papillon. Je n'ai jamais été un papillon. Ça fait plus de 20 ans que je forme les Français et d'autres nationalités. J'ai parlé de l'astroboscopie, c'est une notion de physique, c'est-à-dire qu'il fallait que décaler et faire travailler par exemple les caristes 1 heure avant et pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour que la chaîne fonctionne dans les meilleures conditions. Avec un effet placebo, c'est pas, oh là là, j'utilisais des notions de poisson. À un certain moment, je me suis ennuyé. Hein, la loi de Gauss et tout ça, j'en ai appliqué dans les entreprises. Hein, les mathématiques, il faut les mettre. Il n'y a pas que ça, la cybernétique, c'est-à-dire la régulation des trains. Alors j'ai fait mon stage avec M. Soudé, qui est ancien directeur du chemin de fer, parce que c'était décidé lorsque j'ai fait ces mémoires de transport, et que j'aille à Lyon. Et puis finalement, on m'avait trouvé le raccourci, c'est Raymond Soudé, qui était ingénieur de la SNCF, qui était ancien directeur de section, c'est lui qui a dirigé mon travail de mémoire. Alors qu'est-ce qu'on veut venir me dire à la place de Paris? Alors merci à Boyard, Bouya, Armand, et qui m'a envoyé ses salutations fraternelles, le docteur. Laissez-moi un peu rire, et puis voilà. Allez, un peu de musique. C'est une causerie politique, hein. Ça va être un peu pêle-mêle parce que j'ai envie aussi de parler de l'Afrique. Et ça me rappelle ces débats qu'on avait eus. Je pense que c'est, bon, je ne dirais pas son nom. On cherchait quelqu'un pour débattre dans une radio africaine avec le professeur Morisson, qui est professeur à la Banque de France. Et comme je n'étais pas sur la liste des gens qui ont publié au niveau de la monnaie, et donc il me voyait avec, puisqu'il faut parler des témoins, on était avec Jean-Luc Kemayou à cette émission sur l'antenne. Et je vous assure, quand il a commencé à me développer sa théorie comme ça, je l'ai arrêté net, quoi. Et donc, ceux qui parlent, je suis parmi ceux-là aussi, et qui ont essayé un peu de titiller sur la monnaie. Je pense à Mamadou, professeur agrégé, qui est ivoirien, ancien président de l'Assemblée. Je pense aussi à Agbo, qui ont donné cette résonance
sur cette faiblesse de notre monnaie paresseuse qui manque de compétition parce que nous achetons, nous vendons en dollars, nous achetons en euros, alors qu'on sait très bien que l'euro dame un peu le pion au niveau de la parité, que, comment on appelle ça, le dollar. Et puis on va arriver aussi, les Français sont en retard, je pense qu'on va peut-être éditer le billet d'euro, hein, ce qu'on appelle la planche à billets des Américains. Donc ces outils-là, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir les manier. Alors donc on a appelé le CFA, non seulement, hein, ils prennent à peu près 50% de la masse monétaire, ils viennent chercher la garantie, ils viennent déposer au trésor public. Et donc cette monnaie n'est pas arrimée à l'euro. Donc il est budgétisé, c'est-à-dire que ça représente à peu près 1% du commerce extérieur. Quand une monnaie budgétisée, donc elle ne respire pas, et puis la parité fixe devait amener la stabilité politique dans notre pays, c'est tout le contraire, quoi. Et donc nous jouons, nous rêvons debout, nous avons nos propres règles, c'est comme j'étais en train de faire du football avec des règles de handball. Donc ça ne peut pas tenir debout. Et quand on parle de discipline, hein, c'est-à-dire les disciplines budgétaires, ils savent qu'est-ce que c'est une discipline. Eh bien, on vous dit de votre dette, il ne faut pas que ça dépasse un certain niveau de votre richesse, le produit intérieur brut, ils ne savent pas le faire. Et bien, le vocabulaire. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils viennent ici, ils ne savent même pas négocier. Ils baissent les pantalons ici. Riba Congo, un chef de guerre. Riba Teke, un chef de guerre. Rima quoi? Voilà les noms. Hein? Makwa, c'est ça les Makwa qui dominent là-bas. C'est du n'importe quoi. Et puis, quand on a dit ça, on n'aime pas notre pays, mais il faut qu'on donne sereinement. Tout est affaire au Congo. Quand je vous parle de cette monnaie paresseuse, qui dort, qui niche tranquillement au trésor public avec l'argent qu'on dépose là-bas. Mais j'ai pris l'exemple de la banque. J'ai une épargne dans la banque. Et mes enfants ont faim. Bon, d'accord, je m'avance devant mon banquier, le gestionnaire de mon compte. Il me dit, monsieur Abaloukou, si vos enfants ont faim, je vous propose un crédit. Mais moi, j'ai l'épargne. Bon, donc je parlais en congolais, je pense qu'ils ont compris. Alors, je suis en train de lire des coucous. Bertine Ngalibaka, Gatio, regarde, merci beaucoup. Ah, Philippe est revenu, merci, mon très cher frère Philippe, l'ancien président de la Chambre de commerce de l'Oise. Belle musique. Voilà, c'est comme ça, avec des chants comme ça, qu'on devait emballer la campagne. Il n'y a pas de campagne en France. On m'a dit, monsieur machin, il sait bien que son cas est difficulté, il va aller en Europe de l'Est là-bas, qu'est-ce qu'il va aller faire? Mais c'est d'abord ici, c'est quoi cette démission? C'est quoi cette façon de faire la politique? Mais c'est lui le chef de la majorité avant de parler de chef de gouvernement, c'est lui le chef. Un chef qui abandonne. On m'a dit qu'il était, sa main ne tremblait pas. On l'appelle Jupiter. Et en Afrique, on a viré, et même il a profité de virer aussi son ancien ministre des Affaires étrangères au Mali. Ça n'a pas marché. Waterloo, il a cassé l'outil de pêche des Français qui ont dit, mais monsieur le Président, vous avez dit que vous allez vous battre devant les Anglais. Mais quand c'est en Afrique, c'est le théâtre. On fait n'importe quoi devant les Anglais. Il n'a pas pu, il a préféré donner cette prime à la casse. Donc, que la casse. Il fait que casser. Il a cassé les petites entreprises pendant la pandémie. Et bien quoi encore? Il n'a jamais gagné. On a vu en Australie, il s'est fait détenir le contrat du siècle. Alors partout, il a gagné quel combat? Il me rappelle, puisque M. Philippe Anjosa nous regarde dans notre département, dans notre région de Hauts-de-Seine, du côté de l'Aisne. On a vu ça. Un général de 5 étoiles est sorti de Saint-Cyr. Et c'est Jospin qui parlait de ce général-là, le général Nivelle. Il a envoyé les jeunes français au casse-pipe. À un certain moment, et c'était pendant l'hiver, ils en ont tellement souffert, ils avaient tout le corps gelé, ils ont demandé l'amnistie. Donc la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut arrêter la guerre, c'est une stupidité, c'est une imbécilité. Mais comment on peut avoir ces pensées-là données à la déroute, même quand il y a des esclaves dans certains pays, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Mais qu'est-ce que c'est de lâcheté du monde? Il y a des gens qui sont encore esclaves aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas bon. Notre monde n'a pas besoin de cela. Encore la musique, j'aime beaucoup la musique.
Donc, incapable de faire le débat politique, l'imposer. Alors, j'en étais un. Je pense que l'ex-député Pascal Bois, puisqu'il est venu me voir dans Story, de temps en temps, il venait me titiller. Bon, j'étais pas au meilleur de ma forme. Maintenant, je vais de mieux en mieux. Et je pense que je l'avais prédit que je vais lui barrer la route. Je lui ai barré la route. Ce pas ceux qui sont là, hein, qui ne disent rien. Puisque quand vous n'avez rien dit, comment voulez-vous que les Français aient une opinion? Si tout le travail est fait par Jean-Luc Mélenchon, vous avez tous ces suiveurs-là. Et quand ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Mais c'est quoi? Mais il faudrait qu'il encadre Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je lui disais, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous allez arrêter avec ces discours latino-américains. Si vous voulez gagner, vraiment, vous voulez vraiment gagner en France, il faut nous parler le français. Mais il a montré le talent. C'était un professeur diplômé en philosophie, il a enseigné, il a été ministre, et premier ministre, il sait de quoi il parle quand on parle de la formation. Et donc, et nous, si j'étais l'un de ses conseillers, eh bien, on mettra au cœur du budget, puisqu'il a parlé d'éducation nationale, eh bien, c'est mettre l'argent de l'éducation nationale. La matière grise, c'est celle qui est l'économie de l'avenir. On ne peut pas chercher ailleurs. Et quand je vois mon pays, le Congo, pour ne pas parler de l'Afrique, vous avez cette matière grise et tous les médecins que nous avons formés difficilement, eh bien, qui sont venus travailler ici en France, très bien, et ils ont gagné en expérience et en tout. Mais entendez, quand un pays perd sa matière grise, les gens fuient des matières grises, vous accompagnez encore et la main-d'œuvre, ceux qui étaient un peu qualifiés pour le pays. Alors, je ne suis pas étonné que maintenant, et même pour faire l'agriculture, ils ont peur. Semble-t-il, ils sont allés faire des concessions, je ne sais pas de terre, avec le Rwanda, et maintenant, ce sont des militaires, ce ne sont pas des agriculteurs, c'est ça la vérité. Et donc, je demande à mon pays, si j'étais élu, je pense que ça aurait été un tremblement de terre, pas seulement en France et au Congo. Et donc, je demande à mon pays, la paix est essentielle au développement. Donc, on n'a pas besoin, tous les ban à un moment encore, on n'a pas besoin de se regarder en chien de faïence. Et donc, tous les Congolais devaient se mettre, ce que j'appelle, avec l'amour, c'est-à-dire dans le terme que j'emploie en pédagogie, le cœur à l'ouvrage de bâtir ces Congos, et sans regarder l'autre, nous devons être côte à côte pour bâtir ces Congos. Et qu'est-ce que c'est ces histoires tout le temps que, et voilà, ce que j'ai appelé, ce chef de guerre dans chaque rue Bakwa, c'est les Makwa qui commandent. Rue Bateki, ce sont des Bateki, qu'est-ce que ce pays? Regardez ceux qui ont connu l'esclavage. Et quand on a connu la souffrance, je pense qu'on se comporte autrement. On ne peut pas accepter. Et voilà, ils sont en train de commenter bêtement comme les journalistes français. Ils n'ont rien à raconter aux Français. Ils parlent plus de la guerre que de la paix. Est-ce que vous voulez construire ce monde avec des mots? Mais avec les mots, on peut faire beaucoup de mal. La guerre, la guerre, la guerre. Ils se donnent... Ils se font ce plaisir-là de parler de la guerre. L'autre a gagné, l'autre n'a pas gagné. On a envoyé ça pour... C'est quoi ça? L'on est où dans toute cette affaire-là? La guerre. Mais on connaît le cortège de la guerre. Je vous ai parlé des enfants, des bébés, qui n'ont pas une opinion, qui reçoivent des bombes comme ça. Vous croyez que c'est normal, c'est juste? Et c'est ce monde que nous voulons construire? Oui, le nouveau monde, avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on arrête la dictature. Dans certains pays, il faut qu'on arrête tout ça. Et que l'homme revienne au bon sentiment. Il n'est, en tout cas, sain. C'est la vie qui le rend aussi être imbécile que ça. Voilà, c'est ce que je développe dans ma pensée. Dans ma pensée, c'est celle-là. La guerre, il ne parle que de ça. Oh, encore un peu de musique. Parce que... Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, je disais, ceux qui sont en train de suivre ce que j'ai intitulé cette causerie, elle pourrait être pêle-mêle parce que elle n'est pas emballée, cette campagne, le président à côté. Il croyait que nommer une femme... tellement qu'il aime les femmes d'un certain âge, nommer une femme, elle n'est même pas jeune, il ne sait même pas l'avenir. Allez, ça y est, encore un mois, un coup je nomme Mélenchon pour amuser la galerie. Attendez, mais je me trompe d'époque, certainement. Quand déjà Rocard, il était qualifié au deuxième tour comme Madame Borne, j'assure que Bernard Ponce, l'ancien ministre député chiracien, est-ce qu'il lui a donné le temps de respirer? Quand Rocard commençait à rêver, parce qu'il avait rêvé, et gouverner la France, il dit « je rêve ». Bernard Ponce dit « vous rêvez ?» Le temps n'est plus au rêve, c'est maintenant gouverner la France, c'est ce qu'on attend. Un président qui a été élu pendant un mois, distraction, il nous parle des femmes,
je veux nommer, et si ce n'est pas Vautrin, et c'est Borne, si ce n'est pas Borne, c'est Sénégal Royal, on a tourné à ça pour perdre du pays à ce pays, et aussi magnifique, ce beau pays, la France, et pour nommer. Est-ce qu'on avait besoin? Mitterrand l'a fait, sans tintamarre, sans en monter sur le toit. C'est quoi nommer une femme? Mais on regarde les compétences, on ne regarde pas le sexe. Hein? Oh, je n'arrive pas à comprendre. Un président qui est élu, il ne donne pas l'allure. Hein? C'est lui le quotient directeur. Quand vous arrivez dans une ville, vous ne cherchez pas à connaître la ville, c'est le quotient directeur. C'est lui. Hein? C'est lui qui doit donner l'allure de cette campagne. Il va aller en voyage, absent. Il ne veut pas débattre. Et puis il critique le programme de l'autre. Mais alors c'était un programme que tout le monde allait que c'est mauvais d'augmenter le salaire. En quoi ça serait mauvais? Fort de la fait. Hein, parlant de la division du travail, c'est parti par Taylor. C'est ça l'histoire de la pensée économique. Il a trouvé qu'il fallait qu'il dote ses propres ouvriers pour qu'ils aient la possibilité d'acheter des véhicules qu'il fabriquait. Alors il n'avait pas augmenté le salaire. Ford, le Fordisme, c'est quoi? C'est pas ça. Alors donc, en tout cas, augmenter le salaire, c'est mauvais. En quoi ça serait mauvais? Hein, Monsieur Piketty, il vient nous parler de ça. Alors, c'est comme ça qu'on avait failli rater les 35 heures, parce qu'on n'a pas mis les mesures d'accompagnement. C'est trop facile de venir se contredire comme ça, à la place du monde en plus. Alors, les 35 heures, quand on a fait ça, on a réduit le temps de 10%. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut répertorier les entreprises qui avaient 10 salariés. Parce que quand on retire combien? 4 heures, vous avez 10 salariés, vous avez 40 heures. Donc, vous avez créé un emploi. Et donc, il fallait apporter ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Ils connaissent les mathématiques, les asymptotes. Ils font cadrer le modèle pour ne pas sortir du modèle. Et donc, le programme, je le trouve très bien. Il ne m'amuse pas du tout. Il faut revoir les salaires. Et puis, voilà. Et vive la France. Alors, en quoi ça serait mauvais d'augmenter les salaires? En quoi? Mais c'est le pouvoir d'achat, la possibilité d'acheter. Et alors, vous voulez qu'on parle aussi de la TVA? C'est un point imbécile. Mais l'économie française, il faut l'expliquer, ça fonctionne avec deux pieds. Vous avez ceux qui apportent l'argent, c'est par la TVA, et puis l'autre aussi, nous aussi nous apportons par le travail, les cotisations sociales, et j'en passe. C'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Il faut expliquer ça en français, qu'est-ce qu'un prélèvement obligatoire? C'est ce rapport-là, de la fiscalité, c'est-à-dire la TVA, sur la richesse du pays, les produits intérieurs bruts. Et puis vous additionnez les cotisations sociales, cette partie parafiscale sur la richesse, ce qu'on appelle un prélèvement obligatoire. Alors donc, c'est pas mystérieux. Il faut démystifier tout ça. Hein, ils font pas. Mais un politicien doit être un pédagogue. Ils ne sont pas capables de faire une analyse politique. Moi, je suis resté hier soir, terminé. Et bien, ils sont en train de faire un discours des chiffonniers qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais les résultats sont là, les résultats nous parlent. À gauche et devant. Alors, ils attendent parce que l'autre l'a dit, allez, et il faut continuer la marche. Ils attendent que tout vienne comment on l'appelle. Moi, j'ai entendu un peu le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et où est passé Hollande avec cette théorie des médiocres là. Maintenant, il parle de son mariage, oui. Et puisqu'il avait dit qu'il était contre l'union de la gauche, il avait dit que le rassemblement devait se faire au deuxième tour. Et bon, voilà, puisqu'il a arrêté la présidentielle. Mais de sorte là, les fondamentaux sont là de la gauche, de revenir au pouvoir et de faire le programme qui est attendu par les Français. Alors, ils attendent de quoi? Ils sont silencieux. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis calme, ils vont afficher. Et tout ce que l'on va leur dire, ils mettent la photo à côté des Mélenchon, et puis voilà, c'est la campagne. C'est pas la campagne. Ça, c'est pas une campagne. C'est argument contre argument. Il faut qu'on discute les arguments. Donc, je dis à M. Piketty, c'est non. Ce qu'il vient de dire, c'est faux. Pourquoi ça serait juste? Puisque je l'ai lu, il aime Ken. Alors, s'il aime Ken, il sait bien qu'il faut relancer l'économie par la dépense. Il dit, c'est très bien. C'est de la macroéconomie. Bon, vous voulez qu'on rentre dans la microéconomie aussi, parce que j'étais enseigné par Jean Bénard. Quand on a dit, c'est une petite anecdote, quand on a dit que, et quand je lançais ça la première fois dans Africa numéro 1, et qu'il y a des secteurs où on pouvait faire des accroissements de 300%, il a failli devenir fou. J'ai dit comment? Mais sectoriellement. Parce que si vous prenez par exemple l'enseignement, on a dit qu'il fallait dégraisser le mammouth, il y avait trop de fonctionnaires. Je reviendrai en France, il n'y a pas trop de fonctionnaires en France. Les fonctionnaires, on les trouve plus en Scandinavie qu'ici. C'est en Norvège qu'il y a plus de fonctionnaires. En France, il y en a moins qu'en Norvège. Et ça fonctionne bien. C'est quoi ces mensonges-là? Nous avons aujourd'hui Google à les vérifier. Où il y a plus de fonctionnaires, c'est pas en France, c'est dans les pays scandinaves. D'ailleurs, ils sont tranquilles. Et donc, quand il parlait de ces mammouths dans la fonction publique, dans nos états, agissements structurels, alors que le standard de l'UNESCO pour avoir l'enseignement de qualité, c'est quand même un enseignant pour 25 élèves.
Alors, si vous en avez 100, vous croyez que l'accroissement est égal à combien? Puisque vous voulez, c'est ce que j'avais discuté avec Morisson. Ce chiffre, la formule d'accroissement, c'est P1 sur P0, et puis vous mettez moins 1, et vous pouvez mettre la parenthèse, sans mettre 100, vous avez le résultat. C'est-à-dire, c'est 4 fois. 100, c'est 4. 4 divisé par 1, moins 1, et vous avez le résultat. Ça fait 300%. Pour être clair, si vous êtes à 50, vous augmentez à 100. Vous êtes à 100%, c'est 2 sur 1 moins 1. Vous fermez la parenthèse, vous pouvez multiplier par 100. Ce n'est pas 100%. On vous a trompé que le CFA a été, la monnaie a été dévaluée à 50%. C'est pas vrai, c'était à 100%. On a cassé la monnaie en deux. Et c'est ce qui a donné, de façon mécanique, ça a doublé la dette publique. Mais c'est quoi? C'était dit à l'abandon et qui ne peut même pas éclairer. Les débats politiques sont en fuite. Incapables de discuter, tournent autour du pot. Se laisser influencer, se laisser manipuler. Toujours dans des choses pratiques, voilà comment je forme mes apprenants des économistes sérieux. Quand il y a, par exemple, ce qu'on a appelé des anomalies, un colis de trop. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire la négociation. Ils négocient sur quelle base? Je dis, vous négociez sur quelle base? Je vous regarde. On va couper la pâte en deux. À quel niveau? Voilà, c'est creux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je dis, il faut déjà commencer par la formation d'un prix. Il faut connaître. Le premier niveau. Hein? Le prix d'achat brut. Moins la remise. Ça vous donne un net en prix. Bon, on peut ou ne pas avoir la remise. Vous montez au deuxième niveau. Et donc la remise plus les frais. Ça peut être des transports d'administration. Vous montez au coût. Après le coût, qu'est-ce qu'on fait? Plus la marge, vous montez au prix de vente hors taxe. Puisque l'État est un agent économique, il a besoin d'argent. Vous mettez la taxe, vous êtes en TTC. Et donc on va discuter sur quoi? Mais chacun va camper sur ses positions. Mais si déjà vous ne connaissez pas la formation d'un prix, c'est comme les professeurs qui enseignent en France ici, qui confondent des logiciels. Ils croient que le ciel, on peut faire de la gestion de stock avec ça. Non. C'est un logiciel de gestion commerciale, on parle de prix. Et maintenant, si vous voulez faire de la gestion de stock, il faut aller avec le logiciel par exemple, Stock Easy. Là, vous avez le prix. Mais quel est l'équivalent du prix de vente et du prix unitaire? Et si vous n'avez pas fait la formation de prix, vous n'avez pas vérifié vos chiffres. Alors, le prix de vente hors taxe, c'est commercial. Et puis, quand on veut venir dans la logistique, dans la gestion de l'économie, c'est le prix unitaire hors taxe. C'est son équivalent. Il faut connaître. Alors, sinon, vous allez mélanger, vous allez enseigner des aberrations aux apprenants. Et M. Boya, Armand, il a raison de me dire, docteur, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes très loin des connaissances, mais comme ça devient un village blindé, voilà, c'est comme ça qu'on négocie. Mais si vous ne connaissez même pas sur quoi vous allez négocier, vous négociez sur quoi? Donc, le vendeur, il va camper sur position, il va vendre au prix de vente, et l'acheteur, il va acheter au prix d'achat. Et maintenant, il faut trouver le terrain au milieu, et je pense à M. Leclerc. Hein, l'entreprise desquelles l'homme de supermarché et qui a pris la place des fonctionnaires de Bercy qui ne savaient même pas aller acheter des masques en Chine. On venait avec les billets sur le tarmac, on leur prenait les masques comme ça, ils rentraient presque produits après avoir fait tous les chemins à Pékin et tout cela. Ils arrivent au tarmac, on les a pris avec le billet vert, on a pris les masques. Ils ont dit, allez, laissez-nous partir. Et c'est là où le clerc dit, il va pas faire des bénéfices, il va vendre au juste prix. Parce que le juste prix, c'est le prix au milieu entre le prix de vente hors taxe et puis le prix d'achat. C'est ça le juste prix. Donc il n'en fait pas un bénéfice parce que pour faire les bénéfices, c'est le coût plus la marge. Donc il ne fait pas des bénéfices. C'est ça qu'il appelle le juste prix. Alors il faut enseigner ça aux enfants. Mais je ne sais pas, ils viennent là, quand je vois des études de cas, allez, ils discutent la négociation, le produit, et de plus comment on fait. Alors vous ne connaissez pas la formation d'un prix. Qu'est-ce que vous allez négocier sur quelle base? Et puis ils vont ramper, et comme le ministre... comment c'est lui qui s'occupait de la pandémie pour venir chercher des gens comme nous êtes modestement et à dire qu'on n'était pas compétent. Il passe par ces méthodes-là de dresser, c'est ça la réalité, des élèves contre nous autres. Et de temps en temps, je pense que je fais des cours directs. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Hein? Vous avez vu comment je suis parti? J'étais parti pour pousser une entreprise. Alors lorsque vous accélérez, vous freinez. C'est nul, la somme est nulle. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rien faire. Et le même cours, quand je prends mes apprenants, parce que c'est une causerie, on va parler de tout économie sociale. Alors je ne pense pas à André Gorce. Hein? On parle de tout ça. Alors, il faut décomplexer ceux qui sont restés là-bas. Docteur, oui, merci, M. Bouya. Merci beaucoup, il a raison. Hein?
Hein. Voilà, et un de mes apprenants dit, mais vous avez des choses à écrire. Vous avez des choses à écrire, ils m'ont vu sur le terrain de l'enseignement. Pourquoi que je badine? Quand j'étais 20 ans au service de la France à former, j'en ai formé des fonctionnaires français, au CNFPT. Dans le cadre du métal, j'étais enseignant, c'est lui qui était enseignant. Vous savez que moi, vous allez venir critiquer facilement comme ça. Allez laisser que je pense à celle qui a vraiment ordonné la pensée de mon cours de gestion d'approvisionnement. D'ailleurs, je ne suis pas gestionnaire, je suis économiste à la base. Après, je suis gestionnaire, après, je suis logicien. Et pour un peu aller dans cette chaîne du savoir, je suis économiste. Et donc, j'ai lu l'économie pendant 40 ans. Ce n'est pas des sottises des gens Castex, ceux qui ne savaient pas qu'est-ce qu'un produit essentiel. Mais tout est essentiel, ils ne savaient pas. Et pendant la pandémie, on avait besoin de manger. C'est vrai, si on veut parler de la pyramide de Maslow, on peut considérer ça comme ça. C'est d'abord nourrir. Il n'y avait pas que c'est nourrir. Il y avait l'ambulance, puisque je parle de ma femme. Pour aller à l'hôpital, vous voyez que ce n'est pas nécessaire. Il faut des mécaniciens pour faire la maintenance. Alors, si on avait fait le modèle de rotation, je pense qu'on n'aurait pas dans ces soucis. On ne serait pas dans ces soucis-là. Madame Lagardère est venue dire, attention avec l'argent des Français. Et Pékès a raison de dire qu'on a cramé la caisse. Hein? Le Trésor public des Français, on a cramé, oui. Parce que les gens sont à la maison et puis voilà, ça a donné cette facilité maintenant de pourvoir certains emplois. On a cassé des secteurs des métiers ici. Et les gens qui étaient dans la restauration, terminé. Hein? Et maintenant, pour aller cueillir des fruits, ils n'aiment pas d'immigration, mais quand même, ils veulent aller chercher des Tunisiens pour aller faire des vendages. Alors ça, c'est la vérité économique. Moi, je l'ai connu. Vous voyez, avec les Français, on allait faire le stade de France, SDF, vous êtes sûr? Mais le coût de la main-d'œuvre. Déjà, on ne joue pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'activités. Vous croyez qu'on peut l'amortir assez tranquillement, puisque vous voulez qu'on parle de ces choses-là? Comment on amortit? Vous faites une échéancier comptable. Allez, 12 mois. Vous allez devant votre banquier, 12 mois. L'argent, ce qu'on appelle négatif investissement. Alors vous faites cette règle facile, un échéancier. À la raison de 100 euros, au bout de 12 mois, ce qu'on appelle le délai de récupération du capital, 12 mois à raison de 100 euros, je vous épargne les taux d'actualisation, vous avez récupéré le capital. Bon, en français, c'est comment vous dites ça. C'est le retour à l'investissement. Après, vous pouvez parler de rentabilité. Et puis, il faut comparer les projets avec les taux de rentabilité interne. Vous savez que moi, vous allez venir me chiffonner ici. Ah, M. Bouya, vous avez raison. Alors, je vais... Ah, il est là. C'est un de mes apprenants qui est là, M. Togo. Jean-Michel est là. Il me dit salut professeur. Vous avez vu, hein? Il a dit salut professeur. Il veut que j'écrive ce livre-là. Et merci beaucoup. J'avais son invitation quand même. Il voulait, parce qu'il est là, il peut peut-être me contredire, parce que je ne suis pas dans le mensonge. Il voulait que j'aille enseigner à l'université, dans les universités de la Côte d'Ivoire. J'aurais dû croiser Mamadou, qui était un agrégé, un garçon compétent. Enfin, c'est ça. C'est ça. Voilà la campagne morose. Nous sommes lundi, personne, ils attendent mais les gens qui leur disent tous des suiveurs. Ils ne sont pas capables d'encadrer, ça va donner la dictature. Parce que c'est ce qui arrive chez Poutine, même malade, semble-t-il. Il continue à gouverner. Hein, les amis. Donc un peu de musique. Je pense qu'il est là. Jean-Michel me disait, mais qu'est-ce que tu fais dans le 9-5 ici, à t'avenir, avec toute cette masse de connaissances? Non, bon, je pense qu'il faut rester modeste. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris aussi sur le terrain de la formation, et je sais très bien. Celui que j'ai appelé le petit français Mwanango, bon, il était bon en informatique, mais il n'était pas bon en gestion. Si c'était le meilleur, je pense qu'il serait déjà, il allait s'étaler la place ici. Mais enfin, il a fallu que je le rende aussi un peu modeste, qu'il reste un peu à sa place, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi des autres. Hein. C'est pas la science infuse, ceux qui savent tout, d'ailleurs ne savent rien du tout. Il faut se mettre dans ce postulat-là, et qu'il faut accepter aussi que l'élève doit aussi dépasser le maître. Donc, nous, on pose les jalons et puis c'est du développement. C'est ce que je venais de faire l'autre soir. D'instruire les Africains. Je suis là pas pour mystifier, pour démystifier les choses.
hein, une campagne morose. Et j'avais promis, parce que monsieur André est là, non, Philippe Enjolras, c'est l'ancien patron de la Chambre de commerce, donc c'est pas n'importe qui viendra perdre, il ne vient pas perdre son temps parce qu'il a envie d'écouter ça. J'ai parlé des lois, on a la meilleure agriculture la plus propre. Et vous avez un député, c'est tout à fait normal qu'on les jette, parce que moi j'étais le premier à le dire, et il n'a pas un rayon d'action assez large, et il va à Beauvais, il rentre à Chambly, il revient à Clé, il n'a même pas un bureau, ne fût-ce que payé, hein, remettre aux Français. Les gens qui l'ont élu, c'est un manque de respect, pas un pied à terre, c'est venu se remplir les poches comme ça. Vous voyez comment c'est ça la démocratie, on l'a balayé. Je lui avais promis, tu auras des soucis. Je pense qu'au moment où je suis en train de parler, hein, il est en train de penser à moi. Finalement, si j'avais écouté Adrien, je pense que je ne serais pas dans cette position aujourd'hui. C'est ce que je disais, il faut sortir les sortants. Donc je demande aux Français de sortir les sortants. Et quand une chaîne est tendue, ça c'est le cours de Jean Bénard, sur la fiscalité, et on ne terrifie pas une entreprise de transport au coût marginal, vous allez la mettre par définition. Vous voulez que je parle de ça, Bénard, Jean Bénard? On ne connaît pas. Hein? Au déficit. Et donc, il nous conseille de faire une tarification au coût moyen. Voilà. Et on m'a dit que le maire de Creil, ils ont créé le bus pour aller chercher un individu pour son loisir qui s'éloigne. Quand on parle de l'exode rural, il y a des gens quand même qui quittent encore la ville pour refaire l'exode rural dans l'autre sens. Un bus, c'est pour aller le chercher. Vous savez ce que ça peut coûter pour la communauté? Voilà le coût d'un individu. On a dit qu'il a créé les bus. Moi, je tente de rire. Est-ce qu'il a calculé le coût marginal? Cet individu-là, il coûte à la société. Combien il coûte? Et donc, ça, on parlait, c'est ces ingénieurs qui ont marqué, en tout cas, l'économie française. C'était des ingénieurs, ce n'est pas des économies de la pensée. Histoire, c'est Ramsès, c'est boiteux. Hein? Ça, c'est le cours de Jean Bénard. Quand vous avez suivi ce monsieur, mais vous êtes impressionné. On ne peut pas venir vous raconter des salades comme ça. Vous avez été élève d'une Jacqueline Forestier. Mais attendez, pourquoi vous allez rigoler, Jacques-Antoine, du conférencier national? Les arabes, ce sont des gens qui rigolaient avec nous. Et vous croyez qu'ils nous faisaient faire la statistique avec des prix de marché, des prix courants? Il fallait déflater. C'est ce que je dis aussi à mes apprenants, ils sont là. Et quand vous venez les questions des marges, vous croyez que c'est bien réfléchi? On risque de doubler la fiscalité, on risque d'alourdir la fiscalité. Il faut aller déflater. Ça n'a rien à voir avec le coefficient multiplicateur. C'est des choses différentes. Et oui, il faut mettre le doigt là-dedans. Voilà, c'est pourquoi il est là, Jean-Michel Togo est là. Pourquoi que je leur refais le petit inventaire basique pour aller chercher la démarque connue et inconnue? C'est-à-dire, on prend une variable, la quantité, et puis on va faire ça. Et puis d'ailleurs, ils n'étaient même pas capables de faire un petit tableau, d'aller faire un inventaire. Mais ils sont là, les Jean-Michel. Je vais lire un peu ce qu'il écrit, peut-être que je suis dans le mensonge. Hein? Oui, c'était Jean-Michel, oui, j'étais votre étudiant. Merci beaucoup de ce témoignage. Je pense que nous avons beaucoup de choses à dire sur le terrain. On nous a même barré le chemin, qu'on n'ait pas des ateliers. Hein. Une fois qu'on a eu l'atelier, on a mis le paquet. Hein. Un inventaire avec un chiffre. Nous, on l'a fait, il est là, je pense qu'il est témoin. Un inventaire avec des variables. Il faut aller chercher le montant. Il faut aller chercher cette valeur, ce chiffre d'affaires. Hein, d'évaluer. Vous croyez que quand on va faire un inventaire avec une quantité, vous croyez que c'est un jugement de valeur? Il faut mettre le prix des dons, indiquer aux stagiaires, aux ces étudiants qui sont des futurs cadres dans ce pays, et que ça rentre avec le coût, et ça sort avec le prix de vente hors taxe. Et donc, quand vous faites un inventaire, il faut aller chercher ce coût de revient quand la marchandise est immobilisée. C'est ça qu'ils font enseigner en France. Mais on enseigne quoi? Il est là, il vous le dit. Hein? Quand je suis à Pessan, c'est eux qui prennent encore ce qu'on appelle les formateurs d'enseignants en charge. Il est là. Mon option, c'est 100 mes apprenants qui prennent encore les autres en charge. Il est là, il est écrit. Et j'étais invité. Monsieur Bouya, qui est au Congo, Armand, il dit, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Il était là, il dit, mais qu'est-ce que je perds mon temps ici? Il est là. Son commentaire, je vais le dire après. La politique en France. Il n'y a personne.
Macron, il a pris la fuite. Comment on appelle ça? L'école missionnaire. Il est dans les buissons. Il va s'en aller. Il ne sait pas qu'il y a danger. Hein? Sa majorité en danger, il prend quand même le loisir de se distraire et d'y aller. C'est pas lui. Et alors c'est qui? C'est lui le chef. Il va aller au moment où on a besoin de lui, il s'en va. Il s'en va où? Il vient faire la campagne. Il vient discuter. Ici. Le programme, on va décortiquer ça. Ah bon, il a dit qu'il va augmenter les salaires. Il va faire ceci avec le budget. Alors, mais l'État est un agent économique. Il n'y a pas que les ressources qu'on appelle des impôts. L'État va aussi prêter dans les marchés du monde. Et alors, où est le problème? Le problème est où? Eh bien, mais ça reste utopique. Un budget, c'est ça. Et d'ailleurs, pour mieux équilibrer, je vais penser à André Milongo qui nous disait la meilleure façon d'équilibrer un budget, il faut commencer par les ressources. Alors, je ne pense pas, je pense que son budget est équilibré, il a dû commencer par les ressources. Hein. Parce que si on commence par les dépenses pour équilibrer un budget, surtout d'État, mais ça me ferait peur. Tous ces économies qui se sont alignées autour de Jean-Luc Mélenchon, vous croyez que ces dimensions ne sont pas sérieuses? Mais l'économie, c'est l'ordre dans la dépense. Mais Macron l'a fait, il n'a pas tenu compte de l'ordre, de quoi qu'il en coûte. Et ce que fait Mélenchon, où est la différence? Et il nous a pompé ça, ici, pendant que l'économie était à l'arrêt. Il n'y avait pas de spéculation, tout était arrêté. Alors, c'est là où j'ai révélé sur le... Il faut remettre les choses en endroit. Il a raison d'aller dans cette économie. Hein, il faut que l'État donne un exemple. L'État est un agent économique, on va le voir tranquillement. Ce sont des choses qui font signer. L'entreprise et ses concurrents. Voilà. Au centre, les 4 points cardinaux. Ce qu'on appelle les agents économiques en commerce, hein, le langage commercial, on va dire les partenaires. Ils sont partenaires. Même le concurrent est un partenaire. Vous avez ces ambulances, vous avez un marché pour aller transporter des patients, et on a besoin de 10, vous avez que 8 ambulances. Comment vous faites? À la même heure. Alors vous êtes obligé d'aller prendre et de contacter votre concurrent, sinon vous perdez le marché. Et d'ailleurs, les concurrents, ils vous apportent quoi? Ils vous apportent aussi à vous développer, ils ne peuvent faire du surplace. Et donc, c'est aussi un partenaire, parce qu'il va vous soulager dans cette affaire de marché. Conclu. Et donc, l'entreprise, on a dit que c'était l'économie qui bâtissait, en tout cas, et la finance, c'est-à-dire que la finance, c'est l'économie pointillée. Ce n'est pas réel. Moi, j'appelle ça pas l'économie réelle. Après, vous avez les clients. Vous avez le fournisseur. Vous avez de l'autre côté, comment on l'appelle, les banques, et puis, comment on appelle ça, les services financiers. Parce qu'il ne faut pas comprendre la banque et puis le Western Union, ce n'est pas la banque. C'est ce qu'on a maintenant en Afrique. Western Union, MoneyGram, vous croyez qu'on peut aller prêter l'argent là-bas? Alors que la dette fait partie de faire avancer l'économie. Ça fait partie des ressources qu'on doit avoir aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec la dette? Avec le crédit? Alors, on vit avec et puis on épargne, on paie aussi la dette avec ça. Le premier poste de consommation, c'est la consommation. Donc, pour terminer, dans les 4 points cardinaux, vous avez l'administration fiscale. Alors, ça ne s'arrête pas seulement à 2 lignes, c'est-à-dire prendre les impôts. Alors, l'État doit aller s'endetter aussi ailleurs. Si le marché s'en fait pas, il va s'endetter. Alors, ce qui ne peut pas arriver à un pays, on peut tout faire, sauf géographiquement, les territoires sont intangibles. Sinon, on aurait acheté la Grèce, nous les Français. On ne peut pas. Et donc, je ne m'inquiète pas de ce qui se passe au Canada. Les frontières sont définies dans le cadre des Nations Unies. Donc, oui, dans le cadre africain, peut-être sans des femmes, mais il faudrait qu'ils viennent avec la bonne intention. Il ne faut pas que ce soit des militaires. C'est ça qui serait peut-être la mauvaise chose à penser. Ils peuvent venir, moi, je m'en fiche, puisque je vis à l'étranger, moi aussi. Donc, ces questions de brassage de population, ce n'est pas ça qui m'affole le plus. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble et en paix, c'est tout. Mais si on a compris ça, on peut vivre ensemble. Donc, je ne vois pas où est le problème. Alors, encore, merci Jean-Michel. Je vais lire le commentaire. Voilà. Jupiter, il a dit que c'est de la démagogie. Le programme. Alors le programme ne peut pas être démagogique. Ça reste à réaliser. Et puis on fera des ajustements. Et bien si on trouve que 1500, c'est pas ça, bien, on va commencer par 1300. Au moins, il aurait posé ce qu'on appelle les jalons. La discussion, on peut discuter.
Bon, maintenant, si l'économie se porte bien, comme je disais, qu'il fallait subordonner le social à l'économie, on va faire de l'économie sociale et non du social à l'économie. Ça n'a pas de sens. On ne peut que dépenser l'argent qu'on a. Et donc, il faut éviter de venir caricaturer des programmes comme ça. Il est quand même entouré des gens qui ont été à l'école, qui ont appris l'économie. Et puis voilà, maintenant à côté, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je l'ai eu dans l'enseignement. Un élève qui était de la même communauté que moi, qui a rendu à mon collègue une feuille vierge. Et puis demandé, parce que moi j'étais là, et qu'il soit admis. Avec quoi? Hein, une feuille vierge? Mais alors, mais le chat écrit, on peut faire des annotations. Il m'a craqué le programme. Il n'a rien. Alors, quand on n'a rien, modestement, je pense qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Et donc, il faut accepter cette cohabitation. Il y aura la correction. Si Mélenchon, il n'aura que 2 ans, c'est ça la Constitution, c'est ça l'esprit de la Ve République. S'il n'arrive pas à faire ce qu'il a dit, il a 2 ans, le président a ce pouvoir de dissolution, eh bien, on va encore partir aux urnes. C'est ça. Et pourquoi inquiéter les Français? Il faut les laisser à l'œuvre. Il faut les juger sur pièce. Hein? Il a voulu être président, ah ben ça n'a pas marché. Et encore, je me pose la question tellement que les statistiques étaient manipulées. Et j'avais dit que quand la prospective arrive, c'est-à-dire la méthode des scénarios, les hypothèses, au fond, les hypothèses, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Il fallait protéger ce modèle-là. Hein? De dire le plan A, le plan B, et ainsi de suite. Et donc, il faut essayer. Il faut donner le pouvoir à M. Jean-Luc Mélenchon, semble-t-il qu'il parle trop. Eh bien, au bout de 2 ans, il sait très bien que s'il ne réussit pas la moitié de ce qu'il a raconté, eh bien, le président, ce pouvoir de dissolution, eh bien, on sera encore appelé à changer les majorités, c'est-à-dire aux urnes. Donc, il faut laisser le pouvoir. Il en a pour 2 ans. C'est un très, très court terme. Et puis, Macron, il a un quinquennat. Donc, dans les 5 ans, il y a 2 ans pour Mélenchon, on va voir, ce n'est pas bon. Ah ben, on les vire. C'est tout. C'est pas compliqué, il ne faut pas affoler les Français. Donc, j'invite les Français d'aller équilibrer le pouvoir. C'est ce que Balladur pensait, même quand il était fort, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au risque de les casser. Donc, il faut équilibrer le pouvoir. Macron, il ne va plus se représenter. Donc, il peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut encadrer ce pouvoir-là. On l'a vu. Là encore, il aura les mains libres. Il a mis pour gérer une pandémie, on disait, et le MES avait bien dit qu'il fallait plus se convaincre que de contraindre. Il nous a installé entre le Premier ministre et puis l'Élysée un conseil de guerre. Est-ce que ça existe dans la Constitution? Est-ce qu'on était en guerre? Et tous les pays ont fonctionné sans avoir ce fameux conseil de guerre des militaires qui me montrent qu'ils sont très bons pendant la guerre, mais en temps de paix, qu'est-ce qu'un militaire peut faire? Il va prendre toute une troupe, un bataillon, de faire déplacer des Marseillais à Paris pour venir tirer 3 cartouches. Vous voyez, c'est rentable. Je l'ai même vu avec les entreprises publiques. Ils faisaient tourner les bus dans les vides. C'est ça un peu la gestion, hein, des militaires. C'est en temps de guerre qu'ils sont bons en logistique, qui savent déplacer des troupes. Et puis, comment on appelle ça? Les lotissements, ils savent le faire, les campements. Ça savent le faire, mais en temps de paix, je ne pense pas qu'ils soient spécialistes. Dans le domaine de la santé, ils sont moins brillants. Bon, c'est vrai, il y a l'école de Bordeaux, il faut un peu respecter ça. Mais je pense qu'il y a plus de chercheurs dans le civil que dans l'armée. C'est pas là en tout la recherche. Vous avez la recherche par l'ICRM, je pense, et vous avez les vétérinaires qui sont des meilleurs chercheurs dans la recherche fondamentale. Et puis voilà, vous avez le CNRS où j'ai appartenu à un certain moment en tant qu'étudiant, chercheur. J'ai fait le CNRS. Vous croyez que c'est dans l'armée qu'on fait la recherche pour trouver des vaccins? Et pourquoi il serait au cœur de ça? On a inventé ça comme ça. Vous avez M. Castells qui subit ça. Hein? Incapable de définir produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits de grande consommation, des produits qu'on appelle le courant. Et il n'y a pas que le côté, nous, nous avons ce réflexe-là. Hein? Et quand on parle d'alimentaire, il faut avoir cette relation binaire tout de suite. Les non-alimentaires, le savant, on en avait besoin. On avait besoin des mécaniciens aussi pour faire la maintenance et des ambulances qui devaient partir. Alors finalement, tout est essentiel. Et comme tout était essentiel, il fallait faire la méthode par rotation qui existait pendant les pics de pollution, alternancier et différencier.
Hein. On alterne par la semaine, on différencie, et pas des immatriculations. Alors, c'était si bête que ça de faire tourner. Hein. On ne parle de l'économie libérale. Oh, je n'ai pas envie de vous parler de Jean-Baptiste Say, qui disait qu'il ne suffisait pas seulement d'avoir des capitaux, c'est-à-dire l'argent et puis le matériel, pour faire tourner une boîte, de toute la décision de produire. C'est ce que je dis à mes apprenants. Il suffit pas seulement que la marchandise soit accessible et soit disponible, il faut qu'elle soit accessible. Voilà des notions qui se suivent. C'est comme ça qu'il faut enseigner. Et dans ce beau pays, la France, je pense que un peu de musique et puis je vais terminer mon propos. Parce que il y a tellement de choses à dire. C'est un dégoût de la politique. Maintenant, il parle à l'Assemblée, ils vont faire quoi? À l'Assemblée, ils vont faire quoi? C'est maintenant qu'ils doivent nous convaincre et qu'ils ont quelque chose. Hein? Il va aller s'asseoir. Ça sera, comment on appelle, une chambre d'enregistrement. C'est pourquoi il ne faut pas que ça soit une chambre d'enregistrement. Il faut appeler à cette cohabitation. Vous allez voir, les choses vont se dire. Au moins, ce pays pourra respirer. Sinon, on est parti pour avoir la 4e dose de vaccin avec des effets secondaires. On commencera à faire le pipi toutes les nuits comme ça et puis tout le monde va comprendre. Avec Jupiter, parce que vous lui donnez le pouvoir. Hein, vous voulez lui donner le pouvoir. Et pourquoi lui donner tous les pouvoirs? Il aura les mains libres, c'est moi qui le dis. Hein, tout le monde sera perdant dans cette affaire. Et donc, il faut équilibrer les pouvoirs en France. Mélenchon, 2 ans, s'il n'est pas bon, on les vire. C'est tout, c'est si simple que ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Hein? Pourquoi on aurait peur de la cohabitation? Ça va durer combien? 24 mois. C'est un court terme. Voilà. Maintenant, s'il est bon, cerise sur les gâteaux. C'est aussi bête que ça. Et donc, allez voter le changement. Bon, en tout cas, c'est un lundi. On va voir si le message est passé. J'espère bien. On en aura les cours. Maintenant, veuillez transmettre à qui des droits, que ce soit du côté de l'Élysée. Et surtout à Jean-Luc Mélenchon. Il a aussi besoin de venir écouter, en tout cas, la France d'en bas. Et c'est la France d'en bas qui doit dicter les choses. Si ça ne venait que d'en haut, vous allez nous parler des restrictions du train de vie de l'État, alors qu'on a besoin d'avoir ce pouvoir d'achat, c'est-à-dire la possibilité d'acheter, et donc augmentation du salaire, et parce qu'on ne peut pas vivre avec ces salaires de misère, ou ce monsieur qui était du côté des Lions, et quand on a dit que le président, c'est lui le meilleur, le plein emploi, avec ça, et donc tout le monde est heureux. Il avait dit qu'ils avaient un salaire avec le couple de 4 000 francs, ils avaient du mal à atteindre le bout du mois parce qu'ils avaient des crédits entre-temps et tout ça, parce que ça fait partie des ressources de crédit dans les budgets des ménages, ceux qui savent, ceux qui ont fait l'économie, et puis les savent. Et donc, vous avez en tout cas de l'argent que vous devez payer, quoi qu'il arrive. Le loyer, c'est quelque chose de constant à payer dans votre budget familial. Et donc, ce n'était pas possible à 4 000 euros avec les crédits et tout ça. Et donc, on n'était pas si heureux que ça en France. Et donc, c'est là où le président a compris ça, que malgré le bruit de la presse, que tout allait bien, non, finalement, tout va mal. On le sait. Il y a un malaise dans ce pays. Comment voulez-vous, nous sommes un lundi, incapables d'animer une campagne avec tous les moyens de communication qu'on dispose. Ils attendent que Mélenchon et disent que ça, ça y est, il a dit ceci avec tout le monde sans des suiveurs. Ça va donner un Poutine. Moi, je ne pense pas que Mélenchon soit un Poutine. On l'a peint tellement qu'il est brutal. Mais je pense que c'est la République, notre rempart tous. C'est ce que j'ai appelé le point d'origine, ça sera la République. Et donc, on reviendra toujours à la République. Même si c'est Mélenchon qui sera là, je pense que le coup d'État, hein, même si Mitterrand en parlait, le coup d'État permanent, je pense qu'on ne peut pas faire les coups d'État en France. Déjà, au niveau de l'armée, c'est fait de sorte que le général qui est là, il ne peut pas rester plus de 5 ans à gérer les troupes. On les déplace tout le temps pour ne pas se familiariser avec les troupes, parce qu'on a failli attenter la vie du général de Gaulle. Je pense que j'ai des amis militaires qui sont de très bons lotissants, avec qui j'ai eu, dans ma vie professionnelle, hein, à croiser, qui m'ont dit effectivement, l'armée, c'est pas ça. Ça tourne, hein. Chez nous, vous avez un général, il est là, et pendant des années, et puis voilà, et puis ça mène vers le coup d'État. Donc je pense que le coup d'État n'est pas possible en France. Oh, donc je pense qu'il faut
il a été quand même aux affaires. Il sait comment on dirige un gouvernement. Il a été ministre de Jospin. Et donc, on peut lui faire confiance. Je pense que donc il faut aller vers ces changements-là. Il faut tester. C'est comme en informatique, il faut tester le modèle. Si c'est bon, on va continuer. Si c'est pas bon, on remet. Comme disait d'ailleurs, je vais prendre à aussi Claude Bernard, hein, ces médecins biologistes qui nous ont embarqués dans la gestion, dans l'économie moderne. Il disait qu'il fallait partir de l'hypothèse, c'est ce qu'on appelle la méthode du scénario. Eh bien, si l'hypothèse est vérifiée, dans un premier temps, ça vous donne la théorie. Mais entre-temps, vous avez fabriqué une pommade, ça ne passe que chez l'homme blanc, chez l'homme noir, ça ne passe pas. Vous êtes obligé de revenir sur votre point de départ, donc l'hypothèse. Lorsque l'hypothèse est vérifiée, ça donne une théorie. Et lorsque la théorie devient réversible, on remet en cause, c'est terminé, vous repartez à cas de départ. Mais lorsque la théorie devient irréversible, c'est-à-dire c'est comme l'action de la pierre, ça vous donne la loi, c'est je pense ce qui a inspiré aussi d'autres domaines juridiques. La loi, c'est la loi. Donc, qu'on soit président, s'il y a une masse au-dessus de vous, on ne lui demande pas d'avoir un casque, mais quand ça parle, quand c'est de lâcher là-bas, je pense qu'il a besoin de ses jambes et non d'avoir un casque et mourir pour être identifié. Non, il doit courir. Donc, c'est ça aussi. Et on peut dire que Claude Bernard, c'est aussi l'un des référents qu'on trouve dans la logistique, hein, ou dans l'économie simplement, parce que c'est lui qui a inspiré ça. C'est-à-dire la méthode de scénario, c'est un peu ça la prospective. C'était un prospecteur. Hein. Il a dit qu'il fallait partir de l'hypothèse. Et bien si c'est vérifié, on est dans la théorie. Et lorsque la théorie est mise en cause, on repart à la case départ pour changer un peu. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le candidat vaccin. Après, quand on ne peut plus rien faire, eh bien, on est parti dans ça. Donc, je pense que, sans vous parler de Pareto, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, sans vous parler de Wilson, et des gens que je respecte beaucoup. Et donc, il faut éviter d'avoir des jugements comme ça. On emporte les pièces, on sort, voilà, on est titré, on est sorti de CNRS. Et il n'y a que moi qui suis le meilleur. Quand j'ai dit un truc, on s'assoit, mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et en tout cas, l'intelligence est bien universelle. Vous avez les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi même certains prix Nobel disent qu'il faut à un certain moment qu'on arrête un peu avec les réseaux sociaux parce que tout le monde peut prendre la parole. Et donc, ils n'ont plus cette parole sacrée dans les amphithéâtres en train d'amuser un peu tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance. C'est quand même des années de travail. Il a travaillé nuit et jour, mais sauf qu'autour de lui, c'est des petits plaisantins. Ils ne sont même pas capables de porter la parole. Ils ne sont pas capables. Le programme est crédible. Il faut ajuster, c'est chiffré. Hein? Et alors, vous voulez quoi? Qu'on aille dans le vide, dans le néant? Mais il faut planifier aujourd'hui. On ne peut pas continuer seulement avec des modèles comme ça. Hein? Du vent. Hein? On ne peut pas continuer avec du vent, c'est éolien. Alors, je pense qu'on a besoin de planification. À l'époque, encore Michel Rocard, qui était un très bon économiste, il était toujours tenté, à côté du gouvernement, de mettre un commissariat qui gère la planification. Oui, il faut planifier. Et quand on parle de planification, il ne faut pas penser à la planification soviétique. Ce n'est pas de ça que nous on parle. On parle de la prospective, de la planification stratégique, où vous avez des opérations, vous montez un niveau tactique stratégique, la planification stratégique. Hein? C'est le cadre. C'est ça l'équivalent, si on veut parler de prospective, c'est-à-dire c'est la planification stratégique avec le plan A, le plan B, le plan C. Si ça ne marche pas, on prend l'autre schéma. Alors, il faut planifier ce qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est un travail qui a sa raison d'être. Maintenant, il faut mettre ça à l'œuvre. Hein. On verra ce que ça donnera. Si ce n'est pas ça, il n'aura que 2 ans pour que le président le vire. Hein. Il aura toutes les raisons. Et maintenant, je pense que le président a tort de ne pas accepter ça, puisque à côté, il ne propose rien. Donc, on préfère la politique de tout ou de rien, où l'équipe perd gagne. Vous voulez quelle stratégie? Ça, ce sont des stratégies. Il est perdant, il veut gagner. Non. Il faut laisser faire Jean-Luc Mélenchon. Il n'aura que 2 ans pour, en tout cas, appliquer son programme, pour nous montrer des signaux. Si ce n'est pas ça, le président a ce pouvoir qui ne dit pas, il faut dire aux Français, bon, vous voulez des Mélenchon? Ok, on va mettre Mélenchon. Il a son examen à passer. Il aura 2 ans. Si ça ne va pas, il prendra les Français témoins. Il dit que maintenant je les vire, j'ai besoin d'une majorité pour le programme que j'ai élu. Mais comme nous sommes
avec l'esprit de la Ve République, la majorité nouvelle, c'est celle qui compte. Parce que ça veut dire qu'il y a un désaveu du président de la République. Et donc, il cache, il a peur qu'il soit désavoué. Et donc, s'il y a une majorité nouvelle, c'est l'esprit entre la Ve République. Et donc, c'est au Parlement qu'il viendra. En tout cas, cette majorité-là, c'est celle qui va gouverner le pays. C'est l'esprit, le président préside, le gouvernement gouverne. C'est dans la Constitution. C'est dans l'acte fondamental de ce pays. Donc, le président, il ment. Comme a dit Piketty, elle a dit que c'est un menteur. Moi, je dis aussi qu'il ment. Il a ce pouvoir de dissolution, laissons faire, et puis on verra. Et puis, c'est celui qui aura le stylo rouge qui va noter le gouvernement. Hein? D'ailleurs, dans cet exercice, Mitterrand était tellement très content parce que Chirac est venu, tout fou comme ça. Il a pris le pouvoir comme c'était un grand agité. Et bon, très pauvre en vocabulaire parce que quand Mitterrand parlait, il ne se répétait pas. Il était riche en vocabulaire, c'est ce que j'ai fait moi aussi dans mes cours. Je n'aime pas reprendre les mêmes mots. Il faut être riche en vocabulaire pour capter votre auditoire. Il parlait très peu Mitterrand, mais il était puissant en vocabulaire. Il a regardé Chirac venir s'agiter, bon, il a fait la cohabitation. Maintenant, Mitterrand faisait quoi? Il allait voir le peuple, leur dire bonjour, faire des promesses sur le travail qui était en train d'abattre Jacques Chirac. Il avait dit qu'à un certain moment, quand même, la politique, c'est injuste. C'est moi qui travaille, c'est lui qui distribue. Alors, le président, il a pour ça. Il a gagné le gouvernement, après il tirera les ficelles, et quand il en aura marre de Jean-Luc Mélenchon, il attendra au compteur, il dit, bon, maintenant c'est des hommes, maintenant, tu dégages. Puisque le dégagisme, il va arriver. C'est ça que j'ai appelé la pagaille institutionnelle en France. Il va le dégager. Alors, c'est une pagaille aussi, et d'ailleurs, ceux qui ont fait la statistique dans la théorie du chaos, né l'ordre. Ce sont des mathématiques, ce sont des outils. Alors, quand tu auras le chaos, il y aura l'ordre qui sera né. Hein, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre les choses en main. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, et puis je vais terminer avec la musique, avec une pensée profonde pour Kisley et Stanley. Ce sont des enfants. On a eu un accident ici, mortel. On n'a jamais dit un mot. Alors que la faute, je dis bien incombait à l'administration locale, sont allés chercher, en tout cas les maçons, qui nous ont bloqués par les échafaudages et que les pompiers ne pouvaient pas atteindre l'étage pour aller chercher les enfants. Ça s'est joué à peu de secondes. Et donc, nous sommes restés silencieux, donc je pense à eux. On devait même donner le nom d'une salle à ces deux enfants-là. Bon, enfin, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Je pense, M. Peu, qui est candidat à la députation, il le sait. C'était une promesse. Je pense qu'une promesse, c'est une dette, à moins que son engage pour ceux qui les tiennent. C'est une promesse et j'étais là pour venir couronner, en tout cas, la collecte qu'ils avaient faite pour ces deux enfants, par Ozek et l'ancien député, on les connaît. Et donc, j'étais à cette manifestation, j'étais invité pour aller mettre le timbre de la famille, c'est-à-dire cette signature-là. Et je pense à eux. Je pense aussi à mon père Jean Baloukou, qui m'a donné ce courage par le sang. Parce que la politique, on peut l'apprendre dans les bancs des universités, le courage est dans les veines. Donc on dit, la politique s'apprend à l'école, le courage ne s'apprend pas. Et puis, pour terminer, je pense que Jean-Michel est là. Je voudrais rendre hommage à Madame Wabaloukou, Arlette, née en Banou, et je vous remercie beaucoup.